Mon frère, il avait 14 ans à l'époque, moi j'en avais 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On n'avait pas qui nous procure un morceau de pain. Alors, on s'est présenté personnellement aux SS. Ils nous ont guidés vers la station. Et là, on a terminé à Auschwitz. Il y a Mengele, il y a les autres SS. Et d'un transport de 2000 et quelques personnes, il en a choisi 19. Et tous les autres crématoires. Mon frère, ils me l'ont pris de la main. Et je ne l'ai plus jamais revu. On ne veut même pas dire. On ne peut pas se dire au revoir. Et voilà. Hirsch Litmanovitch, vous allez avoir 90 ans cet été, en juillet, oui. Et vous vivez en Israël depuis 14 mois. C'est le 4e pays dans lequel vous vivez. Vous êtes né en Pologne, vous avez été déporté, en Allemagne, victime des expériences des médecins nazis. Puis à la Libération, vous arrivez en France. Quelques années plus tard, vous vivez au Pérou, où vous avez vécu 68 ans, et depuis 1 an et demi, vous êtes en Israël. Alors, on va peut-être commencer par ça. Vous étiez il y a 1 an et demi, en décembre 2019, vous étiez à Auschwitz pour l'anniversaire de la libération du camp. Et qu'est-ce qui vous est arrivé là-bas, Hirsch? Il m'est arrivé un coup de cœur, une attaque au cœur. Devant l'émotion, j'allais parler dans la baraque où j'ai vécu, et je sentais que mon cœur se ferme, et j'ai demandé qu'on m'aide. Et ils m'ont aidé rapidement, ils m'ont opéré, c'était bien opéré. Et je suis venu en Israël pour me reposer et pour me suivre la curation. J'avais besoin d'une autre opération, on m'a fait une deuxième opération en Israël. C'est-à-dire que vous avez été sauvé à Auschwitz une deuxième fois, c'est la deuxième fois que vous passez à Auschwitz. Je lui ai dit au directeur de la clinique polonaise, dans la ville d'Auschwitz, que s'il me lâche pas rapidement, parce qu'il voulait pas me lâcher tout de suite après l'opération. Alors je lui ai dit, si vous me lâchez pas le plus vite possible, je vais mourir ici, et je ne veux plus mourir à Auschwitz. Et le type, il a compris, et ils ont fait tous les examens, ils ont trouvé que je pouvais voyager, mais dans un avion privé, et surveillé par un docteur, jusqu'à Israël. Alors je suis venu en Israël, où j'ai mes enfants. Et vos petits-enfants, je suppose. Oui. Alors, on va revenir vous êtes né donc en juillet 1931, dans un village en Pologne, Dubżyn. C'est un petit village, mais qui en fait, la particularité, c'est qu'il est aussi tout près d'Auschwitz, de la ville d'Auschwitz-Hem. Vous n'avez pas été déporté tout de suite, vous vous êtes caché. Je me suis caché avec mon frère plus âgé que moi, et ça y est, on avait les Allemands chez nous. Les Allemands, ils sont venus organiser, avec leur système d'occupation, la privation et des sélections de où vivre. Il faut quitter les rues telles et telles, il faut déménager. Ils ont fait 3 déménagements. Il y avait que 3 déménagements. On se retrouvait quelques survivants, en dehors de la ville. Et dans le dernier endroit où on habitait en ville, en dehors de la ville, c'était une écurie. Et on nous a donné ça, et on a même pris comme covoisin un oncle, parce que lui n'avait rien, il était dehors. Et on a vécu un tout petit peu de temps là-dedans, et de là, c'était déjà presque à la fin. Ils ont fait quelques rafles, ils ont nettoyé la ville, à Auschwitz. Et à Auschwitz, ils sont passés au crématoire.
Ma sœur a été prise dans une rafle la veille. Ma sœur nous a cachés sous un lit avec mon frère. Et elle a été prise avec son mari, son enfant, et l'oncle qui vivait dans la moitié de l'écurie avec ses filles. Et voilà. Et nous, on s'est réveillés, on est sortis du cachot le soir. Le lendemain, on a trouvé que la ville était vide, il n'y avait plus personne. Mon frère, il avait 14 ans à l'époque, moi j'en avais 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On n'avait pas qui nous procure un morceau de pain. Alors, on s'est présenté personnellement aux SS. Alors, ils nous ont guidés vers la station. Il y avait encore les Juifs de la veille qui sélectionnaient pour envoyer à Auschwitz. Et là, on a terminé à Auschwitz. En arrivant à Auschwitz, on est tombé dans le transport, comme tout le classique qui est connu. Il y a Mengele, il y a les autres SS. Il y avait un docteur de la Wehrmacht, qui est venu, il nous a choisis. Et d'un transport de 2000 et quelques personnes, il en a choisi 19. Et tous les autres crématoires. Alors, entre ces 19, j'étais moi. Mon frère, ils me l'ont pris de la main. Et je ne l'ai plus jamais revu. On ne veut même pas dire. Et on ne pouvait pas se dire au revoir. Et voilà. Alors là, c'est développé toute la vie. On est passé et on a su après que le deuxième docteur qui était avec Mengele, c'était un professeur qui faisait les expériences de la hépatite. Et comme lui, il habite en Allemagne, et Auschwitz est en Pologne, il a demandé qu'on nous transfère dans un camp en Allemagne. On nous a transférés dans le camp de Sachsenhausen. Avant de partir à Sachsenhausen, vous êtes resté 3 mois à Auschwitz. 3 mois. Oui. On vous a tatoué un numéro. On est tatoué, oui, c'est ça. On était enregistrés. Parce qu'à Auschwitz, on enregistrait tout. Ils ont gardé nos vêtements. Nos vêtements, quand on est arrivé, ils les ont gardés. On ne savait pas, nous, on ne savait pas. Parce que le jour où on est parti d'Auschwitz à Sachsenhausen, ils nous ont rendu nos propres vêtements. Alors là, ils nous ont douchés, rasés, tatoués, et ils nous ont donné l'uniforme du camp, et à dormir dans les couchettes. Et pendant ces 3 mois à Auschwitz, quelle était votre vie? On n'avait pas une fonction spéciale à Auschwitz, parce qu'on était de passage. Et justement, c'est pour ça qu'on est resté les 3 mois. À moi, ils m'ont donné comme aide à Mengele. Garçon de course, je ne sais pas ce que je fais, j'envoyais des papiers, on me disait quelque chose, mais je ne comprends rien du tout. Mais je passais à côté de lui, et les autres aussi, successivement, on leur donnait à balayer, à nettoyer, je sais pas quoi, et ils ont passé. Il y a l'ordre qui est arrivé de nous transférer, on a été transférés à Sachsenhausen. Cette période où vous avez vécu auprès de Mengele, c'est quelque chose qui a été important dans votre vie, ou Mengele, à l'époque, vous saviez pas à quel point c'était un personnage important. Savait pas quoi faire avec nous. On lui a laissé des prisonniers, ordonné de ne pas les tuer, et il mange une ration de pain tous les jours. Et ben, il leur donne un travail, il demandait une réponse, quoi faire. Alors on lui a dit de nous envoyer. Ils ont été avertis au début de nous garder nos vêtements, parce qu'ils avaient déjà certainement planifié ça. On ne sait pas, on sait rien. En vérité, la vie du camp des gens qui ont survécu, c'était des animaux bien ordonnés et qui se promenaient dans le camp et ils résistaient le peu de temps qu'ils pouvaient. C'est tout ce qu'il y avait. Il y avait rien d'autre. Moi, j'étais dans le bloc 28. Dans le bloc 28, c'était un bloc de l'hôpital. Dans l'hôpital, ils n'ont guéri personne. Une personne qui se sentait mal, on lui disait va à l'hôpital. On le mettait dans une paillasse là, et le soir, on l'injectait, le matin, il était mort. Et c'était un salon, je sais pas moi, des centaines de personnes. Comment un enfant, est-ce que vous vous souvenez, vous êtes enfant et vous voyez des gens mourir tous les jours? Comment un enfant vit ça? Rien, ça m'a pas touché. Je voyais les gens, des squelettes, des fantasmes qui se promenaient avant de se faire tuer, parce que presque toutes les semaines, il y avait des sélections. Les gens qui s'affaiblissaient plus, ils ne servaient à rien. Il y a Mengele qui arrivait, les choisit, les envoyait au crématoire.
Puis comme ça, ils déblayaient. À part les transports qui arrivaient par une autre voie. C'était bien organisé, c'était une perfection. Donc un jour, on vous met dans un train et on vous envoie en Allemagne. On nous envoie à Sachsenhausen exactement. Alors ils nous ont emmenés à Sachsenhausen, ils nous ont livrés à Sachsenhausen. On a été internés dans une pièce à l'hôpital et on a passé les 2 ans dans l'hôpital. Et le docteur, il arrivait et beaucoup de temps plus tard. Et il commence à faire des expériences. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il nous surveillait, il nous contrôlait, et il nous injectait, je sais pas quoi. Conclusion, ça terminait en rien. Vous êtes à ce moment-là un groupe de 11 enfants. Les expériences, c'était douloureux, c'était humiliant. Non, c'était douloureux seulement pour 2 ou 3 enfants. Parce qu'on leur a fait des ponctions, sans anesthésie, sans rien du tout, alors c'était un peu douloureux. Mais moi, personnellement, on m'a injecté je sais pas quoi, et je n'avais rien, je sentais absolument rien. Vous aviez faim, vous aviez froid? On avait faim. Le froid, je crois qu'on n'avait pas froid parce qu'il me semble qu'il y avait une espèce de radiateur de quelque part qui était connecté, je sais pas quoi. On n'avait pas froid, on était proprement installés, parce qu'on ne peut pas faire des expériences médicales dans une saleté. Alors on avait une chambre pour les 11, une pièce normale avec deux fils de couchettes, et on avait des draps, et on recevait la ration de nourriture du camp, la fameuse soupe, l'eau chaude le matin, la soupe le midi et le morceau de pain le soir. C'était la nourriture classique, dans laquelle on maigrit dans un temps limité, d'après eux, et on termine. Mais nous, on avait la chance que dans ce camp-là, c'était pas un camp d'annihilation. Sachsenhausen, c'était un camp de concentration, de sécurité. On les tuait, les gens. Ils sortaient pas vivants. Mais ça s'appelait pas, c'était pas un camp de concentration. Également, il a été libéré par le procès de Nuremberg que Sachsenhausen, il n'y avait pas d'expérience. Et il y avait des expériences. Moi, j'ai les preuves. Légalement, il n'y a pas de preuves. Il y avait plusieurs milliers qu'on faisait des expériences dans le même bloc. Mais nous, on ne le savait pas. On était limités parce que l'autre partie était contagieuse. Nous, on n'était pas contagieux. Et on était bien traités parce que l'administration du camp était par des prisonniers. Et en majorité, c'était des Norvégiens qui étaient des Norvégiens prisonniers. Et eux, ils recevaient la correspondance, ils recevaient des colis parce qu'ils étaient pressionnés par leur gouvernement. Et ils nous ont donné une bouchée de pain, ils nous faisaient cadeau. Ils étaient très gentils, ils ont veillé sur nous, ils nous ont surveillés. Et on a eu la chance, l'homme qui distribuait la soupe, c'était un des 10 prisonniers, les premiers qui ont ouvert le camp en allemand. Alors lui, quand il distribuait la soupe, quand il terminait, et il restait une cuillerée de soupe, il nous le donnait pour nous. Il repassait, il frappait à la porte, il criait « Enfants, venez pour la soupe ». Alors on venait, il nous donnait un tout petit peu de soupe en plus. Et grâce à cette soupe, nous étions en bonne santé. Alors, avril 45, c'est la marche de la mort. Les nazis vous emmènent au lieu de vous laisser sur place. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez dû marcher? Personne ne s'est rien demandé. Nous, on nous a mis dans la nuit du 20 au 21 avril 1945 sur la place principale. On formait des groupes par nationalité et ils nous envoyaient la marche. On nous donnait un pain pour que ça d'ailleurs dure jusqu'à la prochaine distribution de nourriture, comme l'a volé à moi personnellement le même jour. On me l'a volé. Il y a un juif qui s'est planqué à côté de nous et il a mangé mon pain. Et il est parti. Là, vous avez 13 ans et ça fait presque 3 ans que vous êtes déporté. Vous avez encore des forces? Et je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas ce que c'était la force, ni pas avoir de la force. Je vivais. Je ne sais pas si j'étais bien ou j'étais mal. Tout ce qu'on me disait, je faisais. Et j'ai marché. Nous, on a été cachés. Nous avons reçu, le 20 avril 1945, la guerre était perdue. Les Allemands avaient reçu de tuer tous les gens qui étaient pour les expériences.
brûler les dossiers et tuer les gens dans lesquels nous étions inclus. Il y avait un docteur norvégien qui nous a sauvé la vie. Il a été chez le commandant SS. Il leur a dit, les enfants, ils ne sont pas contagieux, ils sont en bonne santé, donnez-leur la possibilité de survivre, la guerre est terminée. Et l'Allemand a reçu, il a accepté, et il nous a cachés. Ça, c'était au mois de février 45. On était cachés jusqu'en avril. Et en avril, quand il fallait partir, ils nous ont ordonné de partir 2 par 2 du groupe. On est parti 2 par 2. Moi, je suis parti avec Saül. On a marché pendant 15 jours de Oranienburg, de Sachsenhausen, jusqu'à Lübeck. Et Lübeck, on a été libérés. C'était déjà le 5, le 6 mai, je ne sais pas. Les Anglais sont rentrés. Nous sommes arrivés le matin, de bonne heure. Et à la mi-journée, il y a les Anglais qui sont rentrés. Et quand les Anglais sont rentrés, on se trouvait dans une école, on était hébergés dans une école. Il y avait beaucoup de monde. Lübeck avait 1 million d'étrangers dans la ville, parce que Lübeck n'a pas été bombardé. Moi, je suis sorti dans la rue, j'ai vu un Polonais avec le chapeau de 4 carrés, là, le chapeau carré militaire, et je me suis approché pour lui parler. Parce qu'on ne savait pas quoi, on ne savait pas ni où on était, ni qu'est-ce qu'on faisait, ni qu'est-ce qu'on voulait non plus. Alors le type, il a vu que j'étais juif. Il m'a dit, et parle avec tous les militaires ici, ils sont juifs. Alors bon, je dis, ben, juif, un Polonais te dit, il veut pas parler avec toi, c'est pas un problème. Et tout d'un coup, il y a un type qui passe avec une barbe. Et alors moi, je m'approche, et la barbe, c'était Marcos Kohn. Marcos Kohn, il était commandant de l'armée française, prisonnier de guerre. Et il était à Lübeck. Il nous a demandé, qui êtes-vous, d'où vous venez? On lui a raconté. Et on dit, il nous a demandé où on allait, on a dit, on va en Pologne. Alors il nous a dit, vous ne pouvez pas partir en Pologne parce qu'il n'y a pas de survivants. Et effectivement, il n'y en avait pas. Alors il a dit, venez avec nous. Il nous a pris. Là, on n'était plus le 11, on était 4. Saül et moi, Gogol, qui est venu en Israël, et un autre, un juif qui est parti en Angleterre parce que son frère, il était d'armée anglaise, il est venu, il l'a pris, il l'a amené avec lui. Et on était avec les prisonniers français, juifs. Tout d'un coup, il y a un ordre qui arrive de France de rapatrier tous les prisonniers. Alors eux, ils se préparent pour repartir, mais nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas prisonniers, on n'est pas français, on sait rien du tout. Alors il y avait un capitaine juif de la force aérienne française. Il a dit, on va partir tous ensemble, on va bien voir ce qui se passe. Alors nous sommes partis un peu en camion, en train, il y avait pas de route encore. Là, c'est cette rencontre, cet officier, c'est Jean Israël, l'ami de Saint-Exupéry. Voilà, Jean Israël. Alors Jean Israël nous a amenés jusqu'à Lille, et à Lille, et on arrive à la frontière, et on voit passer des gens, et nous, c'est des gosses. J'étais en pantalon court, tout maigre, mal habillé, mal nourri, mal tout. Et eux, qu'est-ce que c'est? Ils disent, bon, ben, c'est des survivants d'Auschwitz. Alors, ils ont demandé un document, je sais pas quoi. Jean, il est parti au consulat polonais à Lille, et on lui a donné un certificat comme quoi qu'il rentre, que je sais pas quoi. Conclusion, nous sommes passés. Et donc, alors, après-guerre, donc, vous restez en France, mais vous parlez pas un mot de français? Comment un enfant de... Mais non, dans l'âge que j'avais, je savais pas ce que c'est un français, ni ce que c'est une nouvelle langue. On nous emmène à l'hôtel Lutetia. Jean, Israël, il fout le camp, il va voir sa famille, parce qu'il avait sa famille, il avait sa fiancée, il n'était pas encore marié, et il est parti. Et nous sommes restés à l'hôtel Lutetia dans la journée, on tournait en rond, on ne savait pas où était, ni qu'est-ce qu'on attendait. Il y a une bonne femme qui s'est présentée, elle a demandé, qui êtes-vous? Alors on leur dit, elle nous a proposé de partir à Moissac. Alors elle dit, moi j'ai une maison d'enfants avec une école, je sais pas quoi, si vous voulez partir avec moi, je vous emmène là-bas. Alors elle nous a emmenés. Et donc vous êtes resté combien d'années à Moissac? Et je suis resté pratiquement 5 ans et demi. Donc là-bas, vous avez appris le français, vous avez appris un métier? J'ai appris à lire, à écrire, j'ai appris un métier. Je me suis débrouillé. Et vous avez fêté votre bar mitzvah? J'ai fait le bar mitzvah tout de suite. Vous vous rappelez de cette bar mitzvah? Et je me rappelle du bar mitzvah, mais je me rappelle pas quel parchar j'ai dit. Parce que le directeur Bouli m'a demandé,
tu as fait ton bar mitzvah? Alors moi, je lui ai répondu, je parlais déjà français parce que j'ai appris tout de suite, rapidement. Je lui ai dit, à Auschwitz, il n'y avait pas de synagogue. Comme excuse. Alors il m'a dit, tu sais lire l'hébreu? Je dis oui. Alors il m'a donné un sédou, j'ai lu, parce que j'étais au Cheder, moi. Alors j'ai fait le bar mitzvah, on était 5 ou 6. Alors chacun a lu un morceau de la Torah. Et voilà, on a fait le bar mitzvah, on était juifs. Et on mangeait kasher à la manière qu'on pouvait manger. De peu qu'il y avait à manger, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de nourriture après la guerre. Alors, ce coup, pour vous, ça a été comme de retrouver des parents? C'était comme un père et une mère? C'était retrouvé par des parents. C'était retrouvé de la compagnie, de même principe et de même origine presque. Et qu'on était tous damnifiés. Alors on se sentait bien, on était tous ensemble. Il y avait des gosses qui avaient déjà 2-3 ans mon sac, avant la guerre, avant la fin de la guerre. Et nous sommes arrivés après la guerre. Alors on était toute une nouvelle parce que c'est les seuls qu'on revenait du camp. Alors on parlait en allemand, en yiddish, ce qu'on pouvait avec les gosses. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous êtes après parti vivre au Pérou quelques années après? Vous avez vécu 68 ans, vous avez eu 4 enfants, 3 filles, un garçon, oui. Beaucoup de petits-enfants. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous pensez à Auschwitz dans votre vie de tous les jours? Maintenant, plus que jamais. Parce qu'à l'époque, quand c'est succédé, je ne comprenais pas grand-chose. J'avais pas la tête pour ça. Je suis arrivé avec 14 ans et on me donnait à manger, il y avait des beaux fruits, le climat il était beau, c'est un petit village, et il y avait le Tarn, on se baignait dans le Tarn, ben, c'était la belle vie, je pensais à rien. Alors à mesure que j'ai terminé d'étudier, j'ai appris la menuiserie et on me dit, tu as terminé tes études, tu as ton CAP et tu ne peux pas rester ici. Alors je suis parti à Paris. Et à Paris, je suis retombé dans une maison qui accueillait les gens nécessiteux, laquelle nous on a réfractionné avec d'autres amis. C'était une maison abandonnée à Neuilly. Et on a passé, je suis parti de Neuilly. J'ai vécu à Neuilly. De Auschwitz à Neuilly, quel parcours. Mais aujourd'hui, vous êtes en Israël, vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, vous avez vaincu les nazis finalement. Oui. Est-ce que vous sentez que vous avez gagné ou c'est quand même... On n'a rien gagné. On n'a rien gagné et eux n'ont rien gagné non plus. Ils nous ont rendus malheureux, c'est tout. Hirsch, vous pensez encore à vos parents? Vous vous souvenez de... Tout le temps. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.